Bonjour, vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM+, 91 FM. Le Fil du Fer se trouve toujours à New York et aujourd'hui dans le quartier de Wall Street, avec pour interlocuteur Stéphane Grünwag, qui est avocat, mais pas que, comme on va le voir dans cette émission, français, né en France et qui vit aux États-Unis depuis quelques décennies. Dans les dernières émissions, bonjour Stéphane. Bonjour Lionel. Alors dans les dernières émissions, on n'avait pas discuté de ce qui t'avait motivé à partir de France pour venir travailler à New York en tant qu'avocat et particulièrement dans le droit numérique, les startups, la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, tu m'as rappelé en marchant jusqu'à l'immeuble où nous sommes aujourd'hui, tu m'as rappelé que tu es professeur à l'université. Et donc, ma première question, c'est professeur, d'abord, de quoi? Peux-tu présenter ton cours ou tes cours, ce que tu fais, et ensuite on discutera sur ce que c'est que enseigner pour toi. Oui, bien sûr. En fait, mon activité d'enseignant a toujours été en fait complémentaire de mon activité principale d'avocat. C'est pas une activité à plein temps, c'est une activité complémentaire. Et j'enseigne en fait ce que je fais en pratique, c'est-à-dire que j'enseigne en langue anglaise à destination d'étudiants de droit français, des matières de droit américain, à un niveau d'études qui est déjà un niveau d'études de master. Donc pour des étudiants qui se destinent à avoir une carrière un peu internationale, j'apporte justement cet enseignement-là qui pour moi est important, surtout quand on est dans le domaine du droit du numérique, le droit des données perso, où justement beaucoup de la pratique même du droit français et des affaires est influencée par les pratiques américaines. Qu'est-ce que c'est que enseigner pour toi? Est-ce que c'est transmettre de la technique, transmettre des informations? Alors c'est surtout un grand bol d'affray pour moi. Je considère que c'est un petit peu quand on est avocat, on a toujours ce côté un peu didactique, on a toujours besoin quelque part d'être pédagogique quand on travaille avec des clients qui sont pas du tout formés au droit, et donc c'est trouver quelque part un langage qui parle à un client qui n'est pas formé à la matière. Moi, j'ai toujours eu ce souci de transmettre aux générations suivantes, et je pense que la façon dont je le fais, qui est pas vraiment un cours stricto sensu, enfin vraiment de façon traditionnelle, mais qui est très pratique, axé sur des cas pratiques, permet pour le coup de joindre l'utile qui est de former les nouvelles générations à l'agréable qui fait qu'on parle vraiment de cas concrets et qui peuvent du coup davantage intéresser un juriste qui est sur le point d'entrer sur le marché du travail. Donc tu enseignes à la Sorbonne à Paris. Pourquoi les étudiants que tu as en face de toi, quel âge ont-ils, ont ce désir d'international, de droit international, de travailler à l'international? Alors, il y a deux choses. Ils n'ont pas tous du tout le désir de ça, mais je suis à un niveau de Master 2, donc ils ont en moyenne 22, 23 ans. Ce sont des étudiants qui sont déjà dans des parcours internationaux. Donc, je dirais le désir d'aller vers l'international, il va commencer avec le cours que je donne. Il était déjà dedans. Le cours notamment que je commence à la rentrée à la Sorbonne, c'est un cours dans un master qui est déjà de droit anglo-américain des affaires, et donc j'apporte la touche, je dirais, droit du numérique, droit des données perso, en venant des États-Unis, ce qui n'est pas le cas des autres enseignants, et en langue anglaise, qui est un petit peu la marque de fabrique de ce master. Donc en fait, j'essaie quand même de m'inscrire dans un parcours universitaire qui est quand même consistant avec déjà un intérêt pour la matière et l'international en général. On a dit qu'avec Covid et après Covid, les jeunes allaient mal. Est-ce que tu ressens ça auprès de tes étudiants, si vous parlez, vous avez des discussions? Non, je pense pas que ce soit lié à Covid. Je pense que par contre, moi j'ai ce sentiment-là mais ce qui était un petit peu le cas aussi à mon époque, de ne pas forcément savoir ce que je veux faire en fait. Je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup plus. Alors, ce qui m'a toujours un petit peu intéressé parmi les juristes, c'est-à-dire qu'on a
d'une façon générale, un tiers de juristes qui sont intéressés par l'entreprise, un tiers qui sont intéressés par les cabinets d'avocats et un tiers qui est intéressé par soit des legal tech, soit créer leur propre structure ou l'entrepreneuriat. Et donc, je pense qu'il y a un petit peu à la sauce française, on est très farci de connaissances et peut-être moins de cette distance avec la partie pratique des choses et qui fait qu'on sait pas forcément ce qu'on veut faire à l'avenir. Donc ça, je le sens pas forcément plus depuis le Covid, mais effectivement, par contre, effectivement, je rencontre de plus en plus d'étudiants, alors pas forcément parmi les miens, mais des étudiants en droit en général, qui sont de plus en plus intéressés par l'international, oui. Et est-ce qu'ils expliquent pourquoi? Non, je pense que ce désir d'aller voir comment les choses se font ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça, qui m'ont dit on aimerait bien simplement, avant de décider vraiment ce que je veux faire et où je vais le faire, d'avoir peut-être l'occasion de voir comment les choses se font différemment ailleurs. Beaucoup me disent ils n'ont pas forcément un vœu de partir et s'installer pour de bon à l'étranger, mais en tout cas d'avoir une expérience de quelques années à l'étranger. J'en rencontre aussi beaucoup qui sont dans des masters un petit peu comme moi, je l'avais fait à l'époque, qui sont déjà des étudiants français aux États-Unis et qui eux sont un petit peu dans la même réflexion de se dire je voudrais avoir une expérience en tout cas sur un marché autre que le marché français que je puisse ensuite rapporter avec moi si je veux retourner en France. Pour les auditeurs et les auditrices et moi qui ne connais rien au droit, et donc à la manière dont on enseigne, qu'est-ce que c'est qu'un cas pratique? En quoi est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Il y a quelque chose qui est intéressant. Oui, un cas pratique, c'est simplement en gros un cas d'espèce, c'est-à-dire qu'on prend des protagonistes d'une affaire dont on change les noms ou on prend un arrêt qui a été décidé par un tribunal et on va argumenter là-dessus. Mais ça me permet de faire une petite déviation sur le type d'enseignement qui est très différent aux États-Unis qu'il peut l'être en France. Et j'essaie d'apporter cette diversité ou cette différence dans les enseignements que je donne. Moi, et je pense que c'était pareil pour toi quand on est allé à l'université, on avait cette idée du professeur qui était sur une estrade, qui lisait son cours ou qui donnait son cours et on prenait des notes. Aux États-Unis, on fonctionne dans un système complètement différent. On a une méthode socratique d'enseignement, en fait, où on va pas dans un cours pour apprendre le droit. Donc on apprendrait une autre matière, je parle du droit parce que c'est ce que j'ai fait, mais ce serait la même chose pour les autres matières. On a des obligations de lire beaucoup avant un cours, et quand on va dans le cours, c'est que du débat. Donc ça développe l'esprit critique des étudiants, ça développe vraiment un rapport très pratique à la matière, et beaucoup moins théorique. Et donc moi, dans ce que j'apporte effectivement avec ces cas pratiques, c'est justement cette idée de se dire, bon, vous avez pu en amont comprendre un petit peu quelles étaient les règles de droit, quels étaient éventuellement les tenants de cet arrêt qui a été décidé. Maintenant, je voudrais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez si vous étiez vous-même le juge, si vous étiez vous-même un avocat plaidant pour l'une des parties, comment est-ce que vous auriez argumenté l'affaire différemment? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le côté vraiment pratique qui, à mon avis, quand on est en 5e année d'études, est beaucoup plus parle beaucoup plus à un étudiant que. Enfin, moi, j'avais commencé à enseigner le droit anglais dans les années 90. Où j'avais des deuxièmes années et qui ne comprenaient, ils ne savaient même pas s'ils voulaient faire du droit. Donc là, c'est vrai qu'on a des étudiants qui ont déjà fait 5 ans, qui sont dans leur 5e année d'études, et donc ça leur parle davantage, ils sont sur le point d'entrer sur le marché du travail. Si tu connais les raisons pour lesquelles tu as été embauché par l'université Sorbonne, est-ce que c'est parce que tu travailles aux États-Unis, que tu es un fin connaisseur du droit français, du droit nord-américain? Qu'est-ce qui fait que on continue à faire appel à toi? En fait, j'enseigne dans plusieurs universités. J'enseigne à Paris-Ouest, j'enseigne à Paris-Cité, j'enseigne en fait, c'est pas tant que je suis connu ou quoi que ce soit, c'est que alors ce programme à la Sorbonne, c'est un programme que j'ai fait moi-même aussi. Donc en fait, ils me connaissaient parce que je suis familier du programme, donc je connais les directeurs des programmes. Et donc, quand des années plus tard, et eux aiment pouvoir, je pense que c'est un argument quelque part aussi en faveur des masters, c'est-à-dire c'est un ancien de d'autres masters qui vient ensuite partager son expérience. Dans les autres masters que j'enseigne, c'est souvent parce que soit je suis sorti de la même université, donc j'ai quelque part un certain attachement à l'université, donc je contacte directement moi les directeurs des programmes pour leur proposer en fait un cycle d'enseignement, soit ce qui était le cas pour Paris-Cité,
à Malakoff, c'est que c'est le seul programme qui pour le coup était à destination de juristes qui souhaitent s'orienter vers la protection des données à caractère personnel. Et c'est un programme unique en ce sens que 3 jours par semaine, ils sont en alternance dans des grands départements de données personnelles d'entreprise et que 2 jours, ils ont des enseignements. Et donc, j'enseigne dans cette matière-là qui est éminemment internationale à destination d'étudiants qui sont déjà en partie un pied dans l'entreprise. Donc, par tes études, tu as fait Sciences Po, si je ne me trompe pas. Tu as aussi intellectuellement la capacité de faire un pas en arrière et de pouvoir analyser, pas seulement un technicien, mais aussi un critique. Est-ce que le droit se critique en classe ou pas, ou est-ce que toi tu restes purement technicien? Alors, c'est très intéressant comme question, parce que je trouve effectivement, contrairement aux étudiants américains qui m'entouraient quand moi j'étais moi-même étudiant ici, je trouve les étudiants français très timides. Il y a toujours déjà ce rapport à l'enseignant, de déférence par rapport à l'enseignant, je comprends tout à fait, mais j'enseigne pas en tant que maître de conférence, j'enseigne en tant que chargé d'enseignement travaux dirigés. Et donc c'est vrai qu'il y a, dans ce type d'enseignement aux États-Unis, il y a une proximité naturelle entre l'enseignant qui est simplement quelqu'un qui a plus d'années d'expérience que l'étudiant qui sont pas entrés sur le marché. Et je trouve qu'en France, alors c'est peut-être aussi parce que j'enseigne en anglais, que les étudiants sont peut-être moins à l'aise d'argumenter en anglais, mais je trouve effectivement qu'il y a une grande timidité et qu'on n'ose pas bousculer les choses et proposer des choses peut-être en rupture avec l'enseignement principal, etc. Et je le regrette un peu, mais j'essaie d'apporter cette diversité en fait et de les pousser à ça. Donc, pour aller un peu plus loin, c'est de manière générale, selon toi, être avocat, c'est faire appliquer le droit ou avoir une lecture, tu me corriges, hein, je suis vraiment candide là, une lecture du droit, des jugements précédents, etc. Est-ce que dans les cours, tu penses que aux États-Unis, ou tu vois qu'aux États-Unis ou en France, il y a la possibilité aussi de permettre une critique. Quand je dis une critique, c'est-à-dire, oui, cette loi est aujourd'hui mauvaise, ou cette loi est bonne par rapport au monde dans lequel on vit. Alors, on critique pas la loi, que ce soit en France ou aux États-Unis. On critique parfois et on essaye de se départir d'une interprétation qui a été faite de la loi dans une affaire donnée. D'accord? Et donc, il y a complètement matière à critique. C'est-à-dire que si on est capable d'établir que les faits de l'espèce ne sont pas les mêmes, que simplement la question n'est pas la même que celle qui avait été traitée, dont on ne devrait pas s'appuyer sur une décision antérieure parce que soit les faits étaient différents, soit l'interprétation qu'on a pu donner de la loi était une interprétation minoritaire par rapport à d'autres décisions qui ont été faites. Donc il y a tout à fait matière et possibilité de faire ça. Donc ça, c'est que ce soit en France ou aux États-Unis. Alors en France, il y a effectivement c'est codifié, c'est pas codifié aux États-Unis, mais dans tous les cas, lorsqu'on fait de la jurisprudence antérieure sur des décisions, on doit essayer, quand on est la partie adverse, de se départir de ces décisions-là dans la mesure où elles ne servent pas les intérêts de son client en expliquant que les faits ne sont pas les mêmes ou que l'interprétation se justifiait d'une certaine façon pour l'autre affaire, mais pas dans ce cas-là. Donc ça, effectivement, ça n'a pas changé. Je te vois habité, investi dans tes réponses. On avait parlé de l'idée de passionné dans les enregistrements précédents. Quelle est l'affaire ou le cas que tu fais étudier ou que tu as étudié ou dans lequel tu as été, qui t'a le plus enthousiasmé, qui t'a permis de te dire ah ouais, là je sais pourquoi. Ok, ça alors de façon, enfin, sans donner de nom, parce que je peux effectivement pas donner de nom d'affaires ou de clients, etc. Et c'est pas quelque chose que j'ai étudié, que j'ai présenté dans le cadre de mes enseignements. Mais il y a effectivement, pour parler un petit peu de ce côté être habité de la fonction, il y a quelques années, j'étais en fait, pour un de mes clients, je travaillais au sein d'une grande banque américaine et il s'est trouvé que que ce client américain avait dû m'envoyer en fait en France pour plaider auprès d'un certain nombre de ministères français les intérêts de ce client-là qui souhaitait faire changer l'hébergement des données
de ces ministères, enfin les données à caractère personnel de ces ministères, des personnes de ces ministères, en passant de l'Europe vers l'Amérique du Nord, ce qui crée beaucoup de nervosité auprès des instances en France. Et donc, on avait voulu, moi étant avocat des deux côtés, que ce soit moi qui aille plaider l'affaire auprès de ces clients-là, plutôt que de prendre une équipe ou des avocats français basés sur place qui n'avaient pas connaissance du droit américain, de telle sorte à ce que ça puisse rassurer en fait ces ministères que lorsque les données sont exportées aux États-Unis, elles sont exportées dans un système qui a ses propres règles, qui ne sont pas les mêmes qu'en France, mais qui ne sont pas forcément moins protectrices des données personnelles qu'elles peuvent l'être en France. Et donc ça c'était quelque chose que j'avais réussi à garder ce client-là pour mon client. Et grâce justement à cette possibilité d'aller présenter en tant qu'avocat français la différence du droit américain, on a l'impression de ne pas donner une seule interprétation liée au droit français, mais d'avoir vraiment les deux côtés, les deux lois en parallèle et capable de créer des correspondances. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait donné une satisfaction. Montpellier ayant une université de droit oui. Qui semble bien installée, bien reconnue, si tu es patron de ton cabinet, tu as créé ton cabinet, tu cherches un salarié, une salariée, qu'est-ce que tu attends de... est-ce que c'est un CV? Est-ce que c'est une lettre de motivation? De façon assez curieuse peut-être, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai passé trop de temps en dehors de France, mais je suis pas forcément arrêté sur la formation, puisque je pense que la formation et l'expérience on l'acquiert sur le terrain, et que je pense que ce qu'on a pu acquérir comme enseignement et comme connaissances académiques, elles ne valent que le fait qu'on est dans l'académique, que c'est pas quelque chose vraiment toujours de très pratique et qu'on sait pas comment ça va se passer. Par contre, quand on est, ce que moi je recherche davantage, c'est effectivement d'abord une appétence à l'international, une certaine agilité intellectuelle, et puis surtout ce côté très pratique. On est un petit peu débrouillard, qu'on a ce système D. Qui fait qu'on se réfugie peut-être moins dans ce qui est toujours problématique quand on est junior, parce que quand on est junior, en fait, on tient son confort et sa sécurité du droit, en fait, du texte de loi. Mais moi, j'ai besoin effectivement, je cherche toujours des profils qui sont un petit peu plus, qui ont cette personnalité beaucoup plus entrepreneuriale, autonome. Alors, la langue, clairement, il faut maîtriser l'anglais. Mais je suis peut-être moins arrêté sur le fait d'avoir un CV ou c'est plus le rapport dans la pratique et peut-être le contact personnel que j'aurai avec le candidat. Donc, quel prof es-tu et quel patron es-tu? Quel type de patron es-tu? Alors, professeur, moi déjà, je suis extrêmement toujours honoré de pouvoir enseigner une matière dans un droit étranger. Et donc, j'ai une grande tolérance par rapport à ça parce que c'est quelque chose que pour beaucoup de mes étudiants, ils n'ont jamais eu l'opportunité d'expérimenter préalable. Donc, j'ai pas du tout ce côté très professoral et de ça. J'essaie de leur donner confiance et de créer une sorte justement de confort autour de ça. En tant que boss, comme tu dis, en tant que manager, je suis par contre assez exigeant. Mais parce que j'ai cette exigence par rapport à moi-même dans ce que je fais, et puis qu'effectivement, quand on est un petit peu propriétaire de son affaire, on est toujours un peu plus personnel dans le rapport qu'on a avec son affaire. Mais par contre, je suis extrêmement, j'accorde une énorme autonomie à mes équipes, et en général, j'essaie de leur donner la possibilité de prendre des décisions de leur côté, de pouvoir faire des propositions aussi. Donc je suis pas du tout dans le micro management. Je suis au contraire, je vois les personnes de mon équipe comme des partenaires beaucoup plus que des salariés par rapport à un employeur. Et combien de partenaires est-ce que tu diriges, accompagnes, pour savoir une idée de ce qui pèse sur tes épaules en tant que... Non. En fait, dans mon cabinet, je suis indépendant. Selon les missions, il m'est arrivé de faire intervenir des consultants ou des stagiaires ou des jeunes avocats, plus sur des dossiers. Quand j'étais en entreprise, j'avais des grandes équipes. Dans mon dernier rôle en entreprise, j'avais une trentaine de juristes. Et donc, j'ai une grande expérience du management. Mais c'est vrai que quand on est en tant que manager au sein d'un cabinet d'avocats, c'est pas le même rapport quand on est manager dans une entreprise. Voilà. Donc, mais en général, là, pour l'instant, je reste très artisan de mon métier et donc sans équipe dédiée. En fait, c'est vraiment en fonction des missions et des dossiers, en fait.
Combien d'heures de travail par semaine, Ça dépend. Ça dépend. Je pense pas du tout. Moi, je sais que quand j'avais commencé en tant qu'avocat dans des gros cabinets, il fallait que je facture 2000 heures, etc., pour pouvoir passer à l'année suivante en tant que collaborateur. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, j'ai des dossiers qui sont et le travail que je fais est un travail qui est très mixte, c'est-à-dire qu'il y a une partie marketing, donc rédaction d'articles, il y a une partie effectivement de travail en tant que tel, il y a de la recherche, etc. Et tout ça, en fait, le rapport entre ce qui va être passé par l'avocat dans le travail et ce qui va être facturé au client n'est pas toujours, il n'y a pas toujours un lien une liaison claire et nette. Donc, je passe beaucoup plus d'heures que je ne facture. Mais après, c'est aussi que je n'attends pas forcément des personnes de mon équipe de passer autant de temps qu'heure. Moi, c'est aussi parce que je suis passionné par ce que je fais, puis que j'ai beaucoup de clients. On appelle ça peut-être work alcoolique, mais je ne te demanderai pas de commenter. On va passer à la musique que tu as choisie, c'est Billy Joel, New York State of Mind. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, have a flight to Miami Beach or to Hollywood, as they do. For me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in the New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. A bit high in the Rockies, under the evergreens, that's right. But I know what I'm needing, I don't wanna waste more time. I'm in the New York state of mind. So easy living day by day, yeah. Out of touch with the rhythm of blues. But wait a minute here. Now I need me just a little give and take. The New York Times, Daily News. Fine with me, cause I have let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside, no. I don't have any reasons, I left them all behind. Just in a New York state of mind.
Vous écoutez le fil du fer et nous sommes en compagnie de Stéphane Grunwald. Stéphane, est-ce que tu t'es construit contre l'esprit français aux États-Unis? Alors, les États-Unis sont un pays d'immigration. D'accord? Donc, l'importance, et ça je le dis souvent aux jeunes que je rencontre, hein, qui sont soit des entrepreneurs, soit des étudiants que je rencontre qui sont en cycle d'études ici, il est très important de ne pas essayer de se mouler de rentrer dans le cadre américain, mais d'apporter sa différence, de garder cette différence et de vendre cette différence. Donc, je me suis pas construit quelque part en infraction aux États-Unis de ce que j'apportais. Au contraire, j'essayais de tourner ça en force quelque part, en trouvant une niche qui me permettait de mettre en avant la différence que j'apportais du fait de mes origines. Et je pense qu'il faut pas oublier ça, que quand on vient aux États-Unis, il faut être bon dans ce qu'on fait, mais qu'on cherche pas forcément à être local dans tout, et que si on est capable de montrer que on apporte une différence et qu'on est capable de la vendre, eh ben il faut aller là-dedans. Je pense que je me suis totalement inscrit dans cette logique. Oui, à propos de vendre ce que l'on fait, ses services, c'est une des émissions précédentes. Donc j'invite les auditeurs auditrices à écouter un des enregistrements précédents avec toi. Donc si j'entends bien, on n'est pas victime de son origine culturelle à New York. Non, en fait, New York, moi je dis souvent que quand on est en France, on est un peu, je veux dire, c'est très difficile et on nous pardonne pas souvent sur le marché du travail de changer de direction, de changer de filière. Quand on a eu certaines études, il y a une certaine attente sur le marché du travail qu'on va dans un certain type de métier. Ou que si on a fait certaines expériences, et ben on doit rester dans ce type. Il faut qu'il y ait une logique quelque part au niveau de ça. Aux États-Unis, en fait, on vous demandera très rarement d'où vous venez. En fait, on vous demandera où est-ce que vous voulez aller. Et dans la mesure où vous êtes capable de convaincre votre auditoire ou vos clients, selon le type d'activité qu'est la vôtre, du bien fondé et de la valeur de ce que vous apportez, et que vous êtes capable de le vendre, eh ben on va vouloir acheter ça. Donc on va pas, on pardonne beaucoup quelque part le passé. Aux États-Unis, il y a toujours une chance de se redéfinir, de se réinventer, et c'est un côté qui plaît beaucoup, c'est que les gens viennent de partout. Et en fait, on se fout de savoir. Enfin, c'était même pour moi la plupart des études que j'ai pu faire en France, personne ne connaissait mes études aux États-Unis. Et c'est vrai que du coup, je me suis construit sur la base de ce que j'arrivais à développer sur place et ensuite d'en faire la promotion. Pardonne ma question, la formulation, je vais parler de génie du droit français, génie du droit américain, pardon, c'est des termes littéraires, mais est-ce qu'il y a un génie du droit français et un génie du droit américain, et peut-être le définir, du moins te dire, définir aux auditeurs et auditrices quelle est la particularité ou les particularités de l'esprit de l'un et de l'autre, parce que tu m'as dit qu'il y avait des différences et qu'il fallait, dans ton travail, savoir articuler ces différences-là. Alors, quand on est la formation, alors moi je vois par rapport à la formation de droit, je pense qu'en France, on n'a rien à envier aux Américains en termes de formation. Je pense qu'on a une excellente formation. En tant qu'avocat, on a une formation qui dure plus longtemps qu'aux États-Unis, en fait, puisque aux États-Unis, on a 3 ans seulement d'études de droit, et ensuite on passe un examen qui est un examen souvent à base de cas pratiques UCM et notes de synthèse, et du jour au lendemain, on peut se retrouver sur le marché du travail. Donc je pense qu'on est plus formé à la matière quand on est en France. Après, je sais pas s'il y a vraiment en tout cas, en tant que juriste français, on a alors il y a toujours ce côté créatif qu'on a en fait en France, où on prend une certaine distance par rapport aux études, parce qu'on est beaucoup plus versatile dans sa formation. Les Américains sont d'abord spécialistes avant d'être généralistes. Et nous, en France, on est toujours d'abord généraliste, et on va bâtir de la spécialité sur le généralisme. Donc, je pense que ce qui est pour moi la meilleure approche, parce que du coup, un Américain sera extrêmement fort et pointu dans son domaine, mais dès qu'on va le sortir un peu de son domaine, il va un peu paniquer, il sera pas toujours à l'aise.
Donc je pense qu'on a la bonne formation. Maintenant, effectivement, le problème en droit, plus que dans d'autres matières, c'est comment exporter ça, sachant que le droit est une matière tellement liée à la culture d'un pays, que c'est pas toujours évident de faire cette transition, non seulement en termes de système de droit, mais en termes de culture juridique déjà. Quelle est est-ce que tu vois des différences dans ta manière d'être, de te tenir, de parler, de t'adresser à ton interlocuteur ou ton interlocutrice, selon que tu es en France et selon que tu es aux États-Unis? Est-ce que tu es français en Amérique avec un esprit français ici, un esprit new-yorkais quand tu es... Je pense que tout dépend à qui je parle. Je pense qu'effectivement, en France, on a tendance à être un peu, surtout dans le domaine du droit, on est très révérencieux. Il y a beaucoup d'appareils, il y a beaucoup de traditions. Il y a une certaine comment dire, aura qui accompagne le métier d'avocat notamment. Il y a que 70 000 avocats sur toute la France, hein, donc il y a naturellement un peu de ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Aux États-Unis, il n'y a pas d'aura. Il y en a peut-être eu une époque, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus. Il y a non pas 70 000 avocats, mais 1 300 000. Donc on est dans un rapport complètement différent et les avocats ne portent pas la robe, les avocats n'ont pas ce rapport de client à maître, etc., qu'on peut avoir dans les pays souvent civilistes, qui sont au-delà de la France. On n'a pas du tout ça aux États-Unis. Donc les Américains sont d'abord des businessmen. Et je pense que quand on est avocat, on est d'abord un businessman qui fait du droit. Et on apprend très très vite à l'université dans la vie comment monétiser tout ce qu'on fait. Et ça, vraiment, l'argent est roi aux États-Unis et qu'on fasse du droit, qu'on fasse autre chose, souvent, ça reste quand même du business. Et ça, c'est vrai que c'est une différence quand je rentre en France. Bon, il y a toujours une partie business, mais c'est vrai qu'il y a un rapport entre les clients et les avocats et les confrères entre eux qu'on n'a pas du tout aux États-Unis. Comment tu pourrais expliquer à certains Français, pas tous les Français, qui par rapport au rapport à l'argent, au caractère business, le fait, tu m'as dit, voilà, quand on vient aux États-Unis, quand on vient à New York, c'est pour faire de l'argent, etc. Que signifie l'argent? Qu'est-ce que ça porte selon toi? Pour toi, et puis aussi pour bien gagner sa vie, et aussi pour les États-Uniens. L'argent est roi aux États-Unis. C'est vrai que quand on vient aux États-Unis, souvent on vient d'un pays où soit on est parti parce qu'on n'avait rien, soit parce qu'on est réfugié politique, soit quand on vient aux États-Unis en disant je veux avoir une vie meilleure, je vais travailler dur et je vais pouvoir gagner de l'argent. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. C'est vrai que quand on vient aux États-Unis, du coup, le rapport à l'argent n'est pas du tout comme dans des sociétés judéo-chrétiennes qu'on peut avoir en France. C'est pas du tout quelque chose de tabou. C'est quelque chose dont, dans les premières discussions que les gens vont avoir quand on va se rencontrer, c'est souvent, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça paye bien? Quel est votre salaire? Et les gens n'ont pas du tout un problème avec ça. C'est vrai que quand on est français, on a moins ce rapport à ça. Et donc ça, il faut assez rapidement comprendre que à tous les niveaux, que ce soit au niveau business, au niveau politique, au niveau de ce qui drive en fait l'ADN américain, on est complètement dans une logique différente de ce qu'on peut être en France. Donc, cette hypothèse-là, tu as un ancien étudiant de Montpellier qui est diplômé, voilà, tu l'emploies, il vient ici à New York. Est-ce que tu lui dis, attention, tel côté français, entre guillemets la franchouillardise, peut-être c'est à définir, le fait de rester ensemble, de vouloir rester avec des Français, c'est quelque chose à éviter. Comment tu vois ça et toi, ta propre expérience? Non, je pense pas qu'il faut éviter. Je pense qu'on tient aussi quelque part son confort et on est rassuré d'avoir un environnement d'accueil qui est aussi un environnement où d'autres Français ont fait la même démarche que la sienne. Donc je pense qu'on a besoin de ça. On ne veut pas complètement se désolidariser de ça. Après, c'est vrai que souvent, moi, je rencontre même au niveau des entrepreneurs, au-delà des étudiants, je vois souvent des entrepreneurs qui viennent aux États-Unis complètement avec leur méthode française et qui continuent de se dire ça marchait très bien en France, il n'y a aucune raison que ça marche pas aux États-Unis. Et moi, je leur dis ça marchera très bien tant que vous vendez à des Français. Dès lors que vous vendez à des Américains, les réflexes sont différents, les attentes sont différentes, il n'y a pas du tout... donc voilà, je pense qu'il faut un petit peu se départir de ça.
prendre la mesure de ce que les Américains ont en termes de rapport, alors à l'avocat quand on est juriste, à l'argent quand on est dans le business, etc. Et ça, effectivement, c'est très différent de ce qu'a... Et donc, il faut se libérer de ça parce que on est un peu timide quand on vient de France, surtout dans le rapport avec les employeurs, etc. Et les Américains, en fait, même quand ils sont jeunes et qu'ils cherchent du travail, sont très cash. J'ai besoin de payer tant pour mon loyer, j'ai besoin de gagner ci, j'ai besoin... Et en fait, on traite un petit peu l'employeur beaucoup plus d'égal à égal que quand on peut l'être en France. On a toujours un peu ce rapport un peu tellement révérencieux, tellement respectueux que souvent on n'aborde pas ce type de questions ou de façon un peu détournée. Mes élèves donc qui sont en lycée professionnel, quand je leur demande quelle est votre exigence salariale, c'est 3 000 € et en disant en tout début de carrière. Donc le rapport, est-ce que quand on est tout jeune, qu'on vient de sortir de ses études, vraiment ici on peut imposer un tarif? Alors, il y a deux choses. Étudiants, d'abord, si on se compare à un étudiant américain en moyenne qui va commencer dans la vie active, il va généralement avoir, surtout s'il a fait du droit, en moyenne 7 ans d'études derrière lui. Les études ne sont pas gratuites ou peu chères comme en France, elles sont très chères. Donc, en moyenne, je crois qu'un étudiant, quand il commence sa vie active, a 250 000 $ de dette, en moyenne. Donc, forcément, une des premières choses que l'étudiant va vouloir avoir, c'est bon, j'ai des dettes à rembourser parce que maintenant je suis dans le marché du travail et donc il faut que je puisse rembourser ces dettes-là. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup d'étudiants qui bénéficient de bourses, il y a d'autres qui sont aidés par leur famille, etc. Mais c'est vrai que l'étudiant est très cash par rapport à ça. Bon, après, en France, comme souvent on paye pas ses études, on a besoin d'avoir ce qui permet de vivre. Et on n'est pas forcément dans cette même recherche de la rentabilité. Aux États-Unis, de toute façon, il y a des grilles salariales qui disent qu'en moyenne, quand on sort de telle université avec tel nombre, avec tel diplôme, dans les gros cabinets, les salaires d'entrée sont tant. Mais quels sont les avocats qui sont dans des gros cabinets, qui sortent des grandes universités, qui ont des salaires de temps? C'est une infime minorité. Donc je pense que non, je pense qu'il faut clairement être conscient de ce qu'on peut apporter. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'employeur, moi j'ai toujours cette tendance à me dire, pour moi, vu que je ne suis pas là pour financer quelqu'un qui va mettre souvent les pieds sous la table et qui va rédiger juste pour moi, j'ai besoin d'avoir ce rapport de retour sur investissement, de me dire si on paye tant, est-ce que ça va m'apporter plus que ce que je paye? Et donc j'ai un rapport très monétisé à la relation en fait. Venons-en donc à tes clients. Tu travailles donc aussi avec des créateurs de start-up. Est-ce que ça veut dire que ta clientèle a entre 20 et 30 ans, l'âge de jeunes anciens étudiants? Absolument. Absolument. J'ai beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup de jeunes qui souvent sont... Alors, les startups viennent souvent parce qu'elles ont une exit stratégie sur 3 à 5 ans. Quand on crée la société, le but n'est pas forcément de grossir, en fait. Une startup, elle n'a pas pour ambition de grossir, elle veut être revendue, etc. Donc, ils recherchent les financements et ils sont jeunes. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est qu'une exit? Une exit stratégie, c'est de se dire, on rentre dans la société, on arrive à réaliser un profit grâce à l'exploitation de cette société-là. Et donc, une fois qu'on a réussi à augmenter la valorisation de la société, on revend la société à beaucoup plus cher que ce qu'on a pu y mettre comme sous. Et après, on sort de la société et on va créer la start-up suivante. Donc, c'est une logique qui est très différente de se dire on part d'une petite société qu'on veut voir grandir et croître. En fait, c'est pas du tout la logique de la start-up, en fait. Et quelle est la logique des start-upers? On les appelle comme ça, je crois. Non, la logique, c'est effectivement, en venant aux États-Unis, c'est de se dire, j'ai un accès à des financements beaucoup plus rapidement que je pourrais les avoir en France, ce qui veut dire que ma possibilité ensuite d'avoir, comme je disais, une exit stratégie plus rapide et plus intéressante est d'autant plus élevée. Après, le taux d'échec est le même. Il faut qu'on puisse rendre sa technologie ou sa start-up intéressante pour des investisseurs par rapport à ce qui est déjà présent sur le marché américain et de se dire pourquoi est-ce qu'on a envie d'investir dans telle société plutôt qu'une autre. Après, c'est vrai que l'investisseur américain est beaucoup moins frileux qu'il peut l'être en France et il y a une culture du risque en fait aux États-Unis. Les gens prennent des risques beaucoup plus naturellement. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un produit complètement fini, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de références commerciales
pour qu'un investisseur veuille vous donner des sous en croyant un petit peu à l'idée qui est la vôtre, même si cette idée n'a pas encore été matérialisée très loin dans les faits. Est-ce que tu as des critères pour accepter d'accompagner telle ou telle entreprise, tel et tel entrepreneur, entrepreneuse? En fait, moi, je suis toujours à la recherche des sociétés qui viennent aux États-Unis pour les bonnes raisons. Est-ce que tu peux les donner? Les bonnes raisons, c'est effectivement de se dire, je viens aux États-Unis en faisant le travail nécessaire en amont pour me positionner sérieusement sur le marché américain, et vraiment du coup de ne pas venir un petit peu la fleur au fusil en tant que Français, en se disant je suis venu aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, je suis rentré, etc. parce que j'ai envie de quitter la France. On vient pas aux États-Unis, en quittant la France, et c'est pas ce qui va attirer un investisseur. On vient aux États-Unis parce que on a vu qu'il y avait clairement, on a fait une étude de marché, qu'il y avait un vrai potentiel pour ce qu'on a créé aux États-Unis, et que du coup, on va se donner les moyens de le faire. Et ça, effectivement, pour moi, ce sont les bonnes raisons d'arriver sur un marché. Bon, c'est les États-Unis, mais ça aurait pu être n'importe quel marché étranger. Je pense que la logique devrait être toujours comme ça. Tu as été invité à parler au Sénat, je crois, dernièrement. Est-ce que comment ton travail ici t'a permis d'avoir une parole d'analyse, de commentateur et pourquoi pas de prescripteur, je sais pas si on dit ça comme ça, auprès des sénateurs et des sénatrices? Alors, c'était pas auprès des sénateurs, c'était dans l'enceinte du Sénat, qui était organisée à l'initiative d'une association qui était dans mon domaine. Mais effectivement, j'avais été sollicité justement de cette... Alors, pour le coup, c'était en matière d'intelligence artificielle. C'est pas la première fois que je suis sollicité sur ces questions-là, mais ce sont toujours des questions quelque part comparatives entre les solutions apportées en Amérique du Nord et les solutions apportées en Europe. L'idée étant de faire avancer la réflexion par le législateur européen, français, par rapport à ce qui peut être fait à l'étranger, plutôt que de se mettre en infraction de ce qui est fait à l'extérieur, en fait. C'était donc notre fil du fer avec Stéphane Grenvac.